Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier rendez-vous du programme de conférence de CTCO Pulse. Toute l'équipe CTCO est très heureuse de vous retrouver d'une manière différente des années précédentes, certes, mais qui, on l'espère, permettra à toute notre filière de créer une dynamique, d'entretenir les liens et les échanges et de s'informer. Au cours des 3 prochains jours, vous aurez donc l'occasion, à travers ce programme de contenu, d'assister à des conférences métiers animées par des experts du marché, à des webinaires présentés par les exposants sponsors de CTCO Pulse et à des tables rondes pour décrypter les enjeux de notre secteur. On espère que vous y trouverez un maximum d'informations utiles et pratiques pour faire de la veille, du sourcing et se former. Et on débute ce matin avec Alexandra Benjamin et Gaël Roland, tous deux spécialistes du web marketing chez European Sourcing, partenaire de l'événement, et qui vont nous expliquer comment gérer nos réseaux sociaux en période de crise. Avant de leur laisser la parole, je vous rappelle qu'un chat est à votre disposition. N'hésitez pas à écrire vos questions. Nous en poserons quelques-unes à nos intervenants en fin de conférence. Alexandra et Gaël, c'est à vous. Bonjour. Merci Florent. Alors, je vais d'abord vous partager mon écran. Hop. Là, c'est bon, vous devez voir mon écran. Hop. Donc, bienvenue à cette conférence du coup sur la gestion des réseaux sociaux en période de crise. On a trouvé que c'était très adéquat de parler de ça avec du coup mon collègue Gaël parce qu'on s'est rendu compte que depuis 1 an maintenant qu'on connaît une crise un peu sans précédent, les entreprises qui s'en sont beaucoup sorties et qui tirent leur épingle du jeu sont des entreprises qui ont su s'approprier les réseaux sociaux, notamment pendant les confinements. Avant toute chose, on va se présenter. Si tu veux, Gaël, te présenter. Oui, alors moi c'est donc Gaël Roland, donc je suis le responsable marketing de European Sourcing depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, et donc mon rôle est d'aider au développement d'European Sourcing au niveau européen. Et moi, je suis du coup Alexandra Benjamin. J'accompagne Gaël dans tout ce qui est communication et la partie administration des ventes France depuis quelques années chez European Sourcing. L'idée aujourd'hui, c'est de voir assez brièvement, en fait… Alexandra, je me permets une petite intervention rapide. Est-ce que tu peux nous mettre ton écran, plein écran, ta présentation en plein écran? Je ne peux pas faire plus, je suis en plein écran. Là, j'y suis. A priori, c'est bon. C'est bon? C'est à toi. Ah, pardon, merci. Donc, l'idée, voilà, c'est d'abord de voir comment vous pouvez gérer les réseaux sociaux en fonction du contexte. On va vous donner quelques petits conseils pour agir efficacement et à moindre frais parce qu'on sait que cette crise, elle est aussi liée au contexte économique. Et on va voir avec des cas pratiques et avec nos expériences avec Gaël, comment on peut vous aider pour gérer tout ça. L'idée de cette slide vide, en fait, c'est de vous montrer que quand la crise a démarré, on est parti d'une page blanche. Nous, professionnels des réseaux sociaux, tout ce qui est social media manager et community manager, on a, comme tout un chacun, on n'avait jamais vécu ça. Donc, on avait tous des stratégies, tous, à peu près tous, ou beaucoup, on avait des gestions de crise, des scénarios, en fait, en fonction des crises qu'il pouvait y avoir. Mais une crise comme celle-ci, on n'en a jamais connue jusqu'à présent. Donc, du coup, on est parti complètement d'une page blanche. Quand le premier confinement a été annoncé, tous les posts et tout ça, il a fallu revoir toute la copie, en fait, pour repartir complètement à zéro et s'adapter au fur et à mesure. Sauf que ça n'a pas été un mal, en fait, de faire ça parce que, du coup, ça nous a permis il y a 1 an, la gestion des réseaux sociaux n'était pas la même qu'aujourd'hui. Et les réseaux sociaux n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui parce qu'à cause du confinement et grâce au flux de personnes et à la façon dont les personnes agissaient sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok aussi a revu sa copie également et ont changé ce qu'on appelle les algorithmes. Alors, je fais juste une petite parenthèse parce que je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un algorithme. En fait, les réseaux sociaux décident à votre place avec de l'intelligence artificielle ce que vous devez voir dans votre fil d'actualité. Et ça se fait grâce à une formule mathématique qui s'appelle un algorithme qui prend en compte plein de critères, notamment le temps que les gens passent à regarder votre post, est-ce qu'ils cliquent, est-ce qu'ils commentent et tout ça. Et ça fait un peu comme la maîtresse qui donnerait des bons points. Plus vous avez de bons points, plus vous êtes visible en fait. Et ça, c'est le principe des algorithmes. Et les réseaux sociaux avaient le vent en poupe avant le fameux premier confinement.
Mais ce premier confinement, les gens sont arrivés en masse sur les réseaux et ont changé la donne. Et donc, Instagram a dû revoir son algorithme pour rajouter un peu plus d'humain, en fait, dans la manière de faire. C'est ça, vu que tous les algorithmes sont basés sur le comportement humain et que le comportement humain avait changé pendant cette période de Covid, de confinement, etc., où forcément les achats en ligne se sont démultipliés et les habitudes qu'on pouvait avoir étaient différentes. Donc les robots, globalement, qui génèrent les algorithmes, ont été un peu perdus au départ et se sont réadaptés et ont refait une mise à jour, on va dire, de tout ce qui est algorithme des réseaux sociaux aujourd'hui, auquel il faut se réadapter pour pouvoir facilement en fait performer dessus. Un exemple concret, par exemple, avant cette partie, avant cette crise, en fait, avant le premier confinement, dans l'algorithme, plus les photos étaient belles et lissées, vous savez, un peu comme des photos de magazine sur Instagram, je parle, pardon, et beh, plus, elle avait du like et le like avait, par exemple, en fait, je vous le fais grossièrement, mais parce que j'ai pas le secret de l'algorithme, sinon, je serais la reine du pétrole. Mais en fait, par exemple, quand vous likez, ça vaut tant de points. Quand vous commentez un post sur Instagram, ça vaut plus de points encore. Et on attribue des points à des actions qui fait que quand votre post est publié, on évalue sur un petit échantillon en fait la réaction des gens. Et en fonction de ces points, eh bien, Instagram va dire OK, ce post a de l'intérêt, donc je le rends visible à plus de personnes en fait. Et donc ça a changé parce qu'on s'est rendu compte que les gens likaient en masse, mais en fait, c'est le like, c'est devenu du like lobotomisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consulte Insta avec son portable. Donc, on a le fait de slider, c'est-à-dire d'aller avec le pouce vers le haut et on double tape dessus et ça like automatiquement, mais on réfléchit même plus à ce qu'on fait, en fait. Donc, le like a perdu son nom. Le fait de mettre j'aime, pardon, sur un post, ça a perdu, en fait, de l'intérêt. Donc, ça a moins de points aujourd'hui. Et il en va de même pour les photos lissées. C'est-à-dire qu'avant, on publiait des posts qui étaient tout beaux et tout ça. Pendant la première crise, les gens ont crié un peu au scandale parce qu'avec ce qui se passait, avoir des photos de magazines, de vie rêvée, les gens n'avaient plus envie de voir ça. Que ça soit en B2C ou B2B, pareil. En fait, les gens voulaient de l'humain. Donc, du coup, Instagram a privilégié la spontanéité. Donc, le fait qu'on ne programme pas, le fait qu'on fasse du direct, le fait qu'on publie en direct. Donc, du coup, c'était moins lissé. Et quand vous faites ça, vous avez une meilleure note dans l'algorithme, donc plus de chances de remonter. Alexandra, je suis désolé de t'interrompre encore. On nous signale à travers le chat qu'il faudrait. L'écran n'est pas optimisé en partage. Est-ce que tu peux essayer d'arrêter le partage et de recommencer le partage? Alors, attends. Pour voir si on peut avoir ta présentation en plein écran. Merci. Donc là, vous ne le voyez plus. Voilà. Là, hop, partager mon écran. Et là, vous devez le voir en tout petit, je suppose. Et là, je ne peux pas faire plus grand. Est-ce que je peux mettre... Je te remercie. Vous voyez? Oui, tu peux y aller. Ok. Donc, en effet, ce que disait Gaëlle, en fait, quand au premier jour du confinement, en fait, il y a des réseaux qui ont saturé de monde tellement qu'il y avait de personnes dessus. Donc là, ça a été la panacée. Les gens se sont dit, les professionnels se sont dit, bah, super, plus de gens connectés, c'est plus de gens qui vont acheter. Pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et à chaque confinement, ça ne se passe pas comme ça, à part là, le dernier, au tout début, où les gens ont acheté, mais pour Noël, en fait, parce qu'il y avait une échéance derrière. Mais les gens n'ont pas forcément acheté plus en fait au début. Les premières semaines, c'était un peu un sentiment de terreur qu'il y avait. Donc, c'est ça qui a changé la donne. Et c'est ce qui fait que les entreprises qui se sont arrêtées de communiquer par peur, en fait, parce que ne sachant pas quoi dire, parce que tout s'arrêtait, ont perdu des parts de marché, alors que des entreprises qui se sont dit ben, on arrête la communication de magazines, on arrête un peu la stratégie de communication bien ficelée de bout en bout, mais on met un peu plus d'humain, ont réussi à s'en sortir en fait. Parce que les gens cherchaient de l'information. En fait, les gens, ça reste de l'humain, hein, les gens n'avaient pas d'informations, ne sachant pas ce qui leur arrive, cherchaient à s'informer, mais pas forcément à s'informer que sur la situation, à s'informer sur les entreprises aussi, les entreprises qui sont des repères dans leur vie, en fait, s'informer sur leur situation à elles dans cette situation de crise, en fait.
Et c'est ça, c'est sur ces sujets-là qu'il faut communiquer dans ces moments-là. Dire on est ouvert, on est mobilisé. Nous aussi, on subit la crise, mais il y a quelque chose, mais on a mis quelque chose en place. Parce qu'en fait, de faire ça, ça va vous permettre de maintenir un lien. Quand je fais des formations sur les réseaux sociaux, je dis toujours, ça reste un réseau social, c'est avant tout social. Donc, qu'est-ce qui fait une société? Ce sont le lien entre les gens. Et c'est très difficile maintenant de créer des liens sur les réseaux parce qu'il y a quelques années, quand c'était pas autant en vogue, on avait plus facilement l'impression que on pouvait créer des liens avec les gens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, entre ceux qui ont des a priori, qui se disent que de toute façon, les réseaux sociaux, c'est que du fake, c'est faux, c'est des fausses relations et tout ça. Et il y a ces personnes-là, il y a les personnes qui n'osent pas parce que c'est leur personnalité. Et après, il y a les personnes qui n'ont pas le temps, en fait. Et bien, ces trois types de personnalités-là n'arrivent pas à s'approprier l'essence même du réseau social qui reste social et qui est de créer un lien, en fait. Et le lien, comment vous le créez? C'est en donnant un petit peu. C'est-à-dire si vous allez commenter, si vous allez donner un peu de votre personne ou de votre personnalité sans révéler totalement qui vous êtes, bien entendu. Hein. Mais c'est comme ça que vous allez arriver à créer du lien, vous, avec les gens. Et c'était facile pendant les confinements et pendant cette crise en ce moment, c'est facile de créer un lien parce que comme tout ce qui fait en fait notre société, tout ce qui faisait aujourd'hui, nos modèles de vie ont été bousculés. Et ben il y a plus de facilité à s'engouffrer en fait là-dedans en allant chercher, en allant attraper ce que les gens veulent en fait, c'est-à-dire du lien, de l'engagement, du vrai et de l'humain. Et disons Et qu'on a, pour une fois, on a tous ressenti un petit peu les mêmes types d'émotions, ce qui était assez, comment dire, assez rare. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des visiteurs sur les réseaux sociaux attendaient en fait la même réponse, quelque chose qui allait les rassurer, quelque chose qui allait leur apporter de l'information et voir la vraie vie, c'est-à-dire arrêter peut-être ce côté filtre qu'on peut avoir et vraiment être dans le réel aujourd'hui, de se dire bon ben c'est peut-être joli d'avoir des belles photos, mais à un moment donné c'est pas le plus important. Ce qui est important c'est vraiment euh, ce qu'on est derrière, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et cette idée de rassembler autour d'une communauté, parce que les réseaux sociaux, c'est l'idée de cette communauté, et donc plus on va se parler de soi, parler de ses problématiques ou parler de ce qu'on a envie, mais de façon réelle, plus on va créer une communauté autour de nous qui va être une communauté qui va être attirée par ces valeurs que vous laissez transparaître à travers vos posts, vos interventions, etc. Et c'est ça, en fait, plutôt que de dire c'est la catastrophe, on va pas s'en sortir, c'est très compliqué, les gens ont besoin d'espoir après un an de crise, en fait. Donc, plutôt de dire c'est compliqué, et ben, vous dites c'est compliqué, mais on a fait des rencontres parce que je pense que si vous prenez un peu de recul, le contexte sanitaire vous a permis aussi de travailler peut-être un peu plus en local, de faire d'autres rencontres, en fait. Même vous, professionnellement, vous avez dû vous adapter. Et ben, c'est ça que les gens veulent voir parce que vous allez inspirer et vous allez rassurer les gens, en fait. Donc ça, c'est typiquement des posts, honnêtement, qui coûtent pas cher de dire aujourd'hui ou de valoriser également aussi ce que vous avez fait. En effet, les festivals, par exemple, ont été annulés, les événements pros sont annulés. On le sait que ça a un impact dans le métier, mais par contre, vous avez peut-être pu travailler avec des commerces de proximité. Valorisez-le parce que ça va peut-être vous permettre de faire du bouche à oreille en proximité, de faire du réseautage en fait aussi. Ça, c'est les étapes qui ont constitué, les différents confinements, en fait. Généralement, on voit que la com se passe comme ça, c'est-à-dire que quand les confinements sont annoncés, il y a d'abord l'espoir d'avoir de la créativité, l'excitation et sur les réseaux, on voit énormément dans les premiers jours de publications, c'est comme ça que TikTok est arrivé. Enfin, souvenez-vous, TikTok a débarqué, les premiers jours du premier confinement, en fait, et c'est devenu aujourd'hui un mastodonte. Et en un an, aujourd'hui, on a des gens qui arrivent à vivre de TikTok, alors qu'Instagram, il a fallu beaucoup plus d'années pour avoir des gens qui puissent en vivre, en fait. Donc, au début, la créativité, elle est exacerbée. Donc, je vous mets ça, c'est vraiment comme ça, généralement, que il faut adapter sa com à chaque fois que les confinements sont annoncés parce qu'au début, vous y allez, vous pouvez faire des trucs fun, créatifs et tout ça. Les gens sont réceptifs. Après, ils ressentent souvent une période de vide, de doute. Donc là, il faut plus des posts qui rassurent, des posts informatifs, en fait, qui sont rassurants et bienveillants, en fait.
Après, il y a à nouveau la peur, les doutes. Donc là, il faut renforcer cet aspect-là en montrant, par exemple, une équipe mobilisée, en montrant des projets qui vont se concrétiser, en montrant vous-même qui vous projetez sur des projets plus. Enfin, parce que dire aujourd'hui, on se dit que peut-être dans un an, on va changer de locaux, on va faire ci, on va faire ça, on va agrandir l'équipe, on va faire des choses comme ça. Ça rassure et on se dit que l'entreprise aussi est solide en fait derrière. Après, il y a la partie acceptation. En fait, les gens acceptent la situation et c'est là où les gens se sont mis à jardiner, à peaufiner leur intérieur, des choses comme ça. Donc, c'est le moment de s'engouffrer. Comment? En faisant, par exemple, des posts sur des produits du quotidien, avec des mises en scène du quotidien, en fait. Après, il y a eu toute la partie lâcher prise et Renaissance. En fait, Renaissance, c'est la partie, de toute façon, on va s'en sortir. Donc, voilà, prenez, enfin, c'est à chaque fois sur les 2 confinements qu'on a vécu, ça s'est fait, ça s'est fait de cette manière-là. Et si vous reconnaissez un peu ces étapes-là, en fait, ce sont les étapes du deuil en réalité. Et c'est ce qui s'est avéré être fait au premier confinement. Il y a des études qui ont été mises en place et qui ont retiré ces leçons-là. Lorsque la crise arrive, alors que ça soit là je parlais des confinements, mais c'est même la crise sanitaire en général, mais même les autres situations de crise, la première chose à faire, c'est prendre du recul, en fait, parce qu'il faut arrêter tous les posts, les newsletters qui sont en cours, vérifier ce qui va être diffusé pour avoir un discours déjà cohérent et un discours adapté à ce que les personnes ont envie de voir et à la nouvelle qui vient de s'abattre sur les gens, en fait. Voilà, parce Donc, que par contre, une newsletter que vous auriez oublié de stopper et qui va partir au début du confinement en disant super, vive les futurs salons, etc., va avoir un impact très négatif du coup dans cette période-là, en fait, surtout dans la phase numéro 1 qu'Alexandria vient de vous présenter. Donc là, il faut faire effectivement attention parce que c'est la seule action vraiment négative qui peut avoir lieu. Derrière, dans vos communications quotidiennes, vous pouvez être comment dire, borderline, c'est-à-dire ne pas avoir fait la publication la meilleure du monde, sans avoir forcément énormément d'impact négatif derrière, parce que de toute façon, comme Alexandra vous disait, c'est l'humain, et l'humain, c'est aussi faire des erreurs, c'est pas forcément être toujours parfait, etc. Et c'est un petit peu ce que aussi les gens attendent, hein, parce que voir la perfection partout, on sait que c'est faux, et on se doute que derrière, il y a quelque chose qui n'est pas naturel, on va dire. Alors que par contre, ne pas suivre, on va dire, un grand élément comme ça et puis avoir une communication qui va partir dans un sens complètement opposé, là va avoir un vrai impact négatif et la communauté derrière va se dire non mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui leur arrive quoi. Donc ça, faut faire absolument attention. Donc c'est vrai, tout stopper de suite ou mettre en pause du moins le temps de prendre ce recul et de savoir vers où on se réoriente. Et à ce moment-là, d'identifier des personnes en interne qui vont pouvoir communiquer, que ça soit pas toute l'entreprise qui se mette à communiquer. Il faut recadrer. Je vous dis ça parce que souvent, on a chacun, on a des comptes LinkedIn. Par exemple, nous, chez European Sourcing, on a chacun des comptes LinkedIn. C'est bien à ce moment-là de centraliser l'information, faire une petite réunion, même en Zoom, et on fait une petite réunion en fait, et on dit voilà les messages à faire passer, quitte à donner aussi à vos employés un petit post, un petit visuel, une petite trame qui peuvent se personnaliser, mais les grandes lignes y sont et la communication comme ça, elle est encadrée. Dans ces premiers temps, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est rassurer. Donc, il faut dire aux gens, on reste ouvert ou on est ouvert, mais sous telles conditions. Ou est-ce que si vous voulez joindre, je ne sais pas, mais par exemple, Joséphine, elle est joignable à tel numéro parce que oui, on est tous passés, enfin nous chez European Sourcing, on est quasiment tous en télétravail en fait, mais du coup, on a dû recommuniquer pour donner nos numéros de portable, expliquer que du coup, on est joignable sur nos numéros. On a communiqué sur ça, c'est rassurant, ça montre aussi que vous avancez. Et ce sont des postes, honnêtement, qui ne coûtent pas cher à faire et qui vous occupent du temps et vous êtes présent dans l'esprit des gens. Alors, montrer que vous faites des réunions Zoom aujourd'hui, franchement, ça n'a plus rien de novateur parce qu'on le fait en visio. Je dis Zoom, mais je n'ai pas de part d'un Zoom, hein, mais dans un outil de visio. Mais je veux dire, on le fait tous. Par contre, montrer que la vie continue en visio, ça, c'est bien. C'est-à-dire, de temps en temps, faire des partages d'écran parce que vous avez fait, je ne sais pas, la chandeleur tous ensemble. Mais la vie de bureau, en fait, qui continue en visio, c'est bien. Et ça, c'est pareil. C'est des postes qui coûtent moins cher que les photos au lycée qu'on devait faire avant aussi, en fait.
Après, rien n'empêche de vous approprier les règles. Par exemple, TikTok a amené un nouveau dynamisme dans la manière de filmer les vidéos qui font que c'est beaucoup plus accessible au grand public en réalité aussi, parce que c'est pareil, c'est moins glissé TikTok en fait. Et ça, vous pouvez vous le réapproprier pour publier sur LinkedIn et tout ça. Parce qu'à tort, on croit tout le temps en fait que ce qui se passe en B2C, ce qui se passe dans le monde des influenceurs n'arrivera jamais dans notre univers. Bien au contraire, c'est juste que nous, le train est quasiment passé quand on le prend, quand on fait ça. Si vous vous appropriez aujourd'hui les transitions, par exemple, à la TikTok, TikTok, je ne sais pas si tout le monde sait, j'en parle depuis tout à l'heure, mais c'est un réseau social où vous publiez des courtes vidéos. Alors, au premier confinement, c'était connu parce qu'il y avait des chorégraphies dessus. Aujourd'hui, en fait, TikTok, il y a plein de professionnels qui se le réadaptent pour donner des tips. Par exemple, moi, sur TikTok, je suis quelqu'un qui fait du placement boursier. Et en fait, il se sert de TikTok pour donner des conseils en fait sur du placement immobilier, des choses comme ça. Et en fait, ces vidéos, elles sont très bien faites et c'est pas du tout quelque chose qu'on s'attend à trouver. TikTok, la majorité des personnes étaient jeunes. J'y étais parce qu'en fait, on se rend compte que depuis 2 mois, on passe sur 30, 35 ans, voire 40 en ce moment sur TikTok. Parce que justement, il y a ce nouveau public qui arrive, parce qu'il y a des créateurs de contenu qui s'en servent pour, au lieu de donner des conseils comme nous, on a fait là à l'écrit, et ben en fait, c'est sous forme de vidéos qui durent 15 secondes max, qui sont hyper dynamiques et ça reste un peu plus en mémoire. D'ailleurs, Alexandra, je t'interromps. On a une question justement sur TikTok là, dans le chat donc, qui nous demande en gros, est-ce que vous recommandez TikTok? Donc pour notre secteur, TikTok aussi peut être adapté selon toi? Ben, moi, je pense qu'il y a quelque chose à y faire. Après, je ne dirais pas ça pour une entreprise où vous êtes un, deux, vous partagez la com parce qu'en fait, dès que vous investissez un réseau social, il faut y passer du temps déjà pour commencer à créer la communauté. C'est comme toujours au début, quand on se met en place, quand vous avez créé vos entreprises, ça a mis beaucoup plus de temps que quand elles sont un peu plus lancées, en fait. Donc, ça prend du temps. Après, TikTok, honnêtement, c'est juste le fait d'avoir déjà un portable qui n'est pas pixelisé, je veux dire un portable qui fait des photos de qualité sans avoir le dernier téléphone, honnêtement. Et après, c'est un coup à prendre. C'est-à-dire que quand vous faites des mises en scène, par exemple, moi, je m'en sers pour faire des photos pour des produits ou des choses comme ça. Ben, en fait, vous allez faire des montages, vous coupez directement dans TikTok. C'est un traitement de vidéo TikTok et vous la téléchargez. Et après, vous pouvez la publier même sur LinkedIn. Donc, en vrai, TikTok, ça peut aussi vous permettre de faire des vidéos un peu fun que vous pouvez mettre ailleurs, en fait. Mais c'est vrai que TikTok, moi, je dirais pas à tout le marché d'y aller parce il faut vraiment se dire, avoir une vraie stratégie. Par exemple, sur des conseils ou des choses comme ça peut montrer une image hyper dynamique, hyper start-up, en fait, de l'entreprise. Voilà. De toute façon, globalement, dans tout ce qui va être stratégie, marketing ou de communication, il y a des grands principes à suivre, mais il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de choses que si on fait comme ça fonctionne sûr. C'est-à-dire que déjà, vous allez créer la communauté autour de votre société, de votre image, de votre personnalité en tant que dirigeant, si c'est ce que vous souhaitez, de votre notoriété. Et deux entreprises sont forcément différentes, même si c'est deux distributeurs, on va dire, d'objets publicitaires qui travaillent sur de la petite société de proximité, etc. Mais l'une va peut-être avoir une vision très cartésienne, très ROI, voilà, pour faire gagner vraiment, je sais pas, pour être agressif en termes de prix, alors que l'autre va travailler beaucoup plus sur l'émotionnel, apporter des produits un petit peu différenciants ou alors écologiques, etc. Donc c'est-à-dire que même si les cibles, les objectifs vont être les mêmes, travailler sur de la PME et augmenter mon chiffre d'affaires, la façon de le faire va être complètement différente. Et vu qu'il n'existe pas vraiment de bonne façon, c'est justement, et les périodes de crise facilitent ça, il faut innover. Et il y a tout à aller chercher à droite, à gauche. Et moi, je conseille toujours de regarder ce qui se fait dans tous les autres marchés, dans le B2C, etc., parce qu'il y a des bonnes idées partout. Il ne faut pas forcément copier-coller les choses telles quelles, mais par contre s'en inspirer, essayer de se projeter un petit peu, se dire, ben voilà, effectivement, TikTok, je peux m'en servir pour facilement poster de la vidéo, je peux faire peut-être une page sur mon site web avec une espèce de FAQ ou une documentation où je vais retrouver les petites vidéos, ou alors envoyer les gens vers mon réseau. Voilà, il y a plein de façons différentes, on va dire, de l'utiliser. L'idée étant plus de réfléchir quelle est sa stratégie. Et la stratégie, c'est un objectif principal. Est-ce que je veux gagner en visibilité? Est-ce que je veux gagner en notoriété? Est-ce que je veux gagner en chiffre d'affaires? Est-ce que je veux être le leader dans ma zone de chalandise, c'est-à-dire mes 50 km autour de chez moi, j'en sais rien. Voilà, et ça c'est l'objectif principal. En fonction de cet objectif-là, qui est potentiellement différent pour tout le monde,
je vais construire ma stratégie en me disant, ben voilà, et être à l'écoute aussi de sa communauté, parce que on peut se dire TikTok c'est super, mais ça vaut le coup peut-être de contacter 10, 20, 30 clients pour leur demander, bon, voilà, je suis en train de réfléchir à une stratégie, je veux mettre ça en place pour vous apporter plus d'éléments. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que à la base, c'est pour eux que vous faites tout ça aussi. Donc c'est important de faire remonter, on va dire, leurs besoins ou ce qui peut les intéresser pour justement leur apporter un contenu qui va être performant, qui va être intéressant pour eux, qui va facilement être partagé et en plus qui va être innovant parce que vous allez être les seuls ou les premiers à vous lancer dans ce domaine-là. Concrètement, je ne sais pas, là je prends l'exemple d'un stylo, mais vous voyez un nouveau stylo, un nouveau produit. Sur votre LinkedIn, vous allez faire un post qui dit concrètement, ce stylo, il est bien pour telle et telle raison. Et là, vous énumérez les critères et vous expliquez qu'il est disponible sous X temps avec tel marquage. C'est de la donnée qui est plus technico, en fait, pratique. Sur Instagram, vous allez, dans ces cas-là, publier une photo du stylo avec une mise en scène où les gens peuvent se projeter, en fait, comme Ikea, c'est-à-dire LinkedIn, c'est la fiche produit d'Ikea. Instagram, c'est les fameuses pièces quand on arrive à Ikea où tout est mis en scène, où on peut se projeter. En fait, ça, c'est le post Instagram. Et sur TikTok, vous allez faire un TikTok de 15 secondes avec nos 5 bons conseils pour choisir un bon stylo. Et là, c'est premier conseil. En fait, on vous voit juste, enfin, vous ou une main, je sais que c'est pas évident qu'on se mettre en vidéo, mais on vous voit, attention, il faut choisir, je sais pas, la mine. Et là, vous énumérez les 5 conseils sous forme de vidéo, mais vous n'avez même pas à parler, en fait, parce que vous écrivez sur la vidéo TikTok, en fait. Donc, et ça, cette vidéo-là, vous pouvez aussi la repartager sur Instagram, par exemple. Et comme ça, sur un seul produit, vous avez balayé les réseaux à peu près pertinents. Après, sur Facebook, moi, j'avoue, je suis un peu moins partisan de Facebook parce que je trouve que c'est bien si vous travaillez avec des assos, de la proximité Facebook. Après, où je sais que nous, on a des clients qui ont aussi une partie grand public et donc, dans ces cas-là, c'est pratique pour ça. Mais voilà comment moi, je me servirais de TikTok. Et je pense, c'est comme les podcasts, je pense que le marché s'en est pas encore emparé et qu'il est temps d'y aller. Mais pas pour tout le monde parce qu'il faut avoir une vraie stratégie dessus. Quoi qu'il arrive, on n'arrête pas de communiquer. Ça, c'est la grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, il y a un algorithme et c'est comme le sport. Si aujourd'hui, vous arrêtez de courir pendant 6 mois, quand vous allez y retourner, la première course, elle va être compliquée. Donc, on n'arrête pas de communiquer parce que si vous arrêtez de communiquer, les réseaux sociaux, en une semaine, une semaine ou 2, ils mettent tout à zéro. Et en fait, vous repartez à zéro sur l'algorithme et vous devez refaire vos preuves. Déjà, ça, c'est la première raison, c'est-à-dire que vous allez perdre du temps et de l'argent à faire ça. Et puis, parce qu'en plus, du coup, les gens, ils sont sur les réseaux, c'est des papillons, les gens. C'est-à-dire que si vous arrêtez, hop, ils s'en vont, ils vont ailleurs. Et pas sûr qu'ils reviennent, en fait. Parce que l'algorithme ne va pas forcément vous faire revenir dans leur fil d'actualité. Donc, il faut vraiment pas arrêter de communiquer parce que aussi, c'est rassurant. Une entreprise qui arrête de communiquer, en ces temps de crise, on se dit qu'elle est potentiellement fermée, en fait. Et on évite de communiquer absolument sur de la vente pure. On arrête de dire, super, achetez mon stylo, il est génial, c'est le dernier stylo à la mode. Il faut aujourd'hui expliquer le bénéfice d'acheter ce stylo. Il faut vraiment tout axer sur l'humain aujourd'hui en termes de com. Alors, vous pouvez, j'ai mis ça, mais moi, je suis pas totalement convaincue par ça. En vrai, je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des stratégies sur, ça rassure en fait, les stratégies sur du court et du moyen terme, parce qu'honnêtement, sur du long terme, aujourd'hui, c'est compliqué. Je vous dis que je suis pas totalement convaincue par ça parce que là, il y a une semaine ou deux, je lisais des études. En fait, toutes les stratégies qui ont été mises en place par rapport au premier confinement n'ont pas pu être tenues parce qu'on ne s'attendait pas forcément au deuxième. Enfin, des choses comme ça. Donc, on ne s'attendait pas à en être là un an après, en fait. Donc, ça peut vous rassurer, mais moi, je vous déconseille de faire du très long terme parce que c'est difficile, honnêtement, de se projeter aujourd'hui. Par contre, sur du très court terme, ça, vous pouvez pour vous dire, voilà, dans un mois, dans 2 mois, il faut y aller petit à petit parce qu'aujourd'hui, il faut que vous soyez malléable sur la communication. Et d'ailleurs, c'est un peu le moment, peut-être, si vous n'avez pas le temps, vous, de le faire, peut-être de travailler en fait avec des freelances ou des gens à côté qui peuvent vous aider à animer votre communication sur les réseaux. Pourquoi? Parce que les freelances, c'est aussi il y a un taux d'adaptabilité qui est assez important. Je dis ça parce qu'en fait, quand on est freelance, on va pouvoir peut-être intervenir sur des missions ponctuelles chez vous pour vous aider à vous relancer, à vous accompagner sur des choses comme ça.
Et ça peut être plus pratique et un investissement moins important que quand on embauche quelqu'un pour le faire, en fait. Et en même temps, ça va vous permettre de travailler aussi peut-être en local. Et ça a du bon en ce moment de travailler en local. Ça, alors là, on dirait qu'on a bu, c'est tout flou. Heu, j'avais trouvé ça en fait, ça reprend ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur les étapes là de la crise. J'avais trouvé ça, c'est la police nationale qui l'avait publié et je trouvais que c'était très, très bien par rapport à la com. Mais ça reprend ce que je vous ai dit, auparavant. Donc quoi qu'il arrive, il faut informer. C'est ce qu'on vous disait, où vous en êtes, qu'est-ce que vous faites, comment vous vous adaptez, comment on fait pour prendre des commandes chez vous. Il faut répondre aux FAQ, comme disait aussi Gaëlle, c'est rassurant, ça c'est le deuxième point. Et puis ça va vous permettre de gagner du temps. On se dit toujours, enfin nous on a tous nos clients qui nous disent non mais moi j'ai pas le temps de communiquer, parce que j'ai pas que ça à faire, c'est pas mon métier et tout ça. Et ça, moi je le comprends totalement, mais justement ces périodes un peu de creux ou de réadaptation, ça vous permet de voir. Peut-être que vous n'avez pas le temps, mais si vous demandez à un freelance ou à quelqu'un d'autre de faire le contenu et vous n'avez qu'à le publier, par exemple, ça peut vous faire gagner, enfin, vous pouvez gagner du temps comme ça et ça va vous permettre de revoir un peu votre manière de faire parce on a vu aujourd'hui que quand même les réseaux sociaux et la dématérialisation en général restaient l'avenir dans une telle situation, en fait. La question du temps, elle est importante parce que je vois sur le chat qu'on a quand même quelques questions sur la fréquence, notamment Alexandra et Gaëlle. À quelle fréquence faut-il poster sur les réseaux sociaux? Alors, dans un monde idéal, LinkedIn, vous pouvez faire 1 à 2 fois par semaine. Je dis dans un monde idéal parce que moi, je vous parle en tant que professionnel des réseaux sociaux. Après, aujourd'hui, moi, je me dis qu'il vaut mieux, par exemple, sur LinkedIn, il vaut mieux faire une publication tous les 15 jours, mais qui a du vrai contenu, pas une publication pour faire une publication. Moi, je déconseille à tous nos clients d'être présents sur les réseaux et de balancer de la publication juste pour dire: «Ouf, aujourd'hui, j'ai publié, ça y est». Parce que ça n'a ni queue ni tête. Aujourd'hui, justement, ce que nous a appris cette crise sanitaire, c'est que les gens veulent du contenu, de la vraie expertise. Donc, il vaut mieux faire moins, mais mieux. Et c'est pareil sur Instagram. Sur Instagram, par contre, c'est pas moins d'une fois par semaine. C'est pour ça que je vous dis, n'allez pas sur TikTok si vous publiez, si vous voulez avoir de la visibilité sur TikTok. Si vous vous en servez juste comme un outil de création de contenu, dans ces cas-là, on s'en fiche, en fait. Et sur Instagram, par exemple, c'est comme ça que vous allez vous dire: «Ah ben ça marche pas, j'ai pas d'abonnés, personne commente». C'est pas ça, c'est que vous publiez pas assez en fait. Vous ne respectez pas les règles qu'impose Instagram. Instagram, l'idéal en vrai, c'est 2 à 3 fois par semaine, mais c'est très difficile de publier autant parce qu'il faut aussi publier des stories. Alors les stories, c'est le contenu éphémère qu'on a en haut d'Instagram, comme, faisait Snapchat en fait. Snapchat, il est pas encore mort, mais voilà. Et l'idée D'ailleurs, une autre question, on demandait une question très pratique. Quels conseils, quels tips pour augmenter ma communauté sur Instagram hors influenceurs, partenariats, concours? Donc là, tu réponds en partie, mais est-ce qu'il y a d'autres ouais. tips comme ça sur Instagram? Idéalement, il faudrait publier 3 fois par semaine. Il faut que dans vos publications, déjà, il faut un fil d'actualité harmonisé. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile à faire en réalité. C'est parce qu'il faut avoir quelques petites notions en photo. Enfin, franchement, il y a des tutos sur Internet que vous pouvez trouver. Ce qui est bien quand on n'a pas trop les moyens, c'est vous formez vite fait en photo sur Internet. Vous avez quelques notions sur la construction d'une image. Vous prenez un portable qui fait de jolies photos et ça va marcher. Et de temps en temps, vous faites venir un freelance ou un photographe, sans parler d'y mettre 400 € le shooting. Et comme ça, il va vous faire du contenu que vous allez pouvoir distiller au milieu des vôtres. Parce que les vôtres seront bien ou moyennes et les siennes seront très bien, en fait. Donc, du coup, ça va faire du contenu qualitatif. Il faut une harmonie de couleurs. Une harmonie de couleurs, en réalité, ce n'est pas en faisant la photo que vous allez le faire, c'est avec un traitement. Il existe des applications comme Snapseed qui sont gratuites. Elle est gratuite et elle va vous permettre notamment de faire un peu comme Photoshop, vous savez, de corriger des petites choses qui ne vous vont pas, des choses comme ça. Snapseed, c'est assez magique sur ça. Et donc ça va vous permettre de créer déjà quelque chose d'harmonieux. Ensuite, il faudrait publier 3 fois par semaine, mais avec du vrai contenu, c'est-à-dire avec une légende. Et une légende qui contient des emojis. Les emojis, c'est les émoticônes en fait. Et si vous voulez, peut-être tous les 2 ou 3 posts, vous faites intervenir les gens en leur posant des questions. Si vous arrivez, que vous balancez votre contenu et que vous ne faites rien, ça ne marchera jamais Instagram, par exemple. Il faut que vous vous intéressiez aux gens. Il faut donner pour recevoir sur Instagram.
Donc, ça veut dire qu'il faut que dans votre post, il y ait des questions, vous vous intéressez aux gens, vous reprenez ce que les gens vous ont dit aux commentaires. Pour que ça marche aussi, il faut que dès que vous ayez un commentaire, vous répondiez dans l'heure aux commentaires. Parce que ça va vous faire remonter dans l'algorithme. Pardon, Gaël, vas-y. L'idée aussi, c'est justement des fois se dire que je dois faire 2 ou 3 posts par semaine peut être compliqué, où on ne va pas savoir quoi dire. Vous pouvez tout à fait avoir des stratégies. Disons n'importe quoi, j'ai 3 posts par semaine à faire. J'en ai un qui est un vrai post de ma société, ce qui s'est passé dans la semaine, ou une belle réussite, ou une problématique qu'on a rencontrée, comment on l'a résolue, enfin, à voir. Possiblement, le deuxième post peut être, pour faciliter un petit peu, ça peut être votre vision sur une actualité du marché ou sur quelque chose qui s'est déroulé dans le marché, parce que ça arrive en permanence. Vous avez du contenu tout le temps et vous pouvez, par contre, facilement, on va dire, le copier-coller, si vous voulez, sauf qu'on ne fait pas un copier-coller. C'est-à-dire que vous allez rajouter dessus votre expertise, votre avis, votre vision sur cette problématique-là, alors plutôt liée au marché pour que ça soit du contenu intéressant pour votre communauté. Parce que, par exemple, eux qui n'ont pas le temps peut-être de suivre toutes les actualités du marché, en suivant votre fil d'actualité à vous, aura chaque semaine la petite news du marché qui est intéressante, qui est peut-être un peu atypique ou qui sort un petit peu de ce qu'on va pouvoir trouver dans, j'en sais rien, aux informations ou sur BFM TV. Donc ça peut être important. Et le troisième post peut être un petit post un petit peu plus fun ou un petit peu plus décalé. Ce qui vous permet en fait d'avoir vraiment à réfléchir à un seul post qui est le post de mon entreprise. Et de travailler comme ça, on se met moins de pression à se dire il faut absolument que je crée qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui, trois actions sur mon entreprise. Bon, j'ai pas autant de choses qui me semblent si intéressantes à communiquer. Donc ça, c'est des très bonnes techniques, on va dire, qui permettent d'avoir des contenus réguliers, intéressants, sans forcément y passer beaucoup trop de temps, on va dire, en termes de réflexion et de sujets à communiquer. Ça, alors sans parler de travailler avec les influenceurs, mais par exemple, moi je vois récemment, j'ai acheté un sweat d'une marque qui est connue là sur les réseaux, avec un message engagé dessus, et j'ai reconnu en fait certains de nos fournisseurs. Les photos ont été publiées et relayées par des influenceurs sur les réseaux, et en fait j'ai juste partagé la publication à ce fournisseur en disant ça c'est vous avez le droit de le repartager en fait. Vous ne travaillez pas avec des influenceurs, c'est pas vous qui avez fait des concours, c'est pas vous qui avez fait un investissement, mais vous relayez des campagnes de com qui ont marché. Ça s'appelle du repost en fait. C'est gratuit, hein, vous pouvez le faire. La seule chose, c'est qu'il faut citer votre source, c'est-à-dire que si vous l'avez pris par exemple sur le compte de, Elles en parlent, qui est une influenceuse, il faut juste la citer en mettant le arrobase et vous écrivez son pseudo, comme ça devient cliquable en fait derrière. Donc ça, c'est aussi du contenu qui coûte pas cher et qui montre et qui appuie votre expertise, parce que c'est des choses que les gens connaissent. Une petite astuce là-dessus, excuse-moi Alex, rapidement, pour suivre un petit peu justement ce qui se passe dans votre marché, ou pour suivre des informations sur votre société potentiellement, parce que vous pouvez avoir des gens qui vont vous citer. Pensez qu'il existe des outils de type Google Alert ou des choses comme ça qui vous permettent en fait sur des mots-clés spécifiques de vous envoyer une fois par jour, une fois par semaine en fait un récap de tout ce qui s'est dit globalement sur le web sur ce sujet-là. Ce qui vous permet dans le cadre de suivre les annonces du marché, de l'objet publicitaire, d'avoir l'actualité en temps réel et de se dire je prends ça pour l'utiliser, mais ce qui vous permet aussi de suivre typiquement que un influenceur je sais pas où est en train de pousser un produit en fait que vous vendez, et vous allez pouvoir surfer sur ce buzz, on va dire, qu'il est en train de créer lui de son côté, en repartageant, en le citant effectivement, parce que de toute façon vous allez créer du lien aussi, vous allez aller vers lui et potentiellement lui pourra venir vers vous s'il y a un intérêt. Et donc surfer là-dessus et donc avoir de l'information qui rentre en fait tous les jours ou toutes les semaines sans aller la chercher. Donc c'est vraiment un gain de temps important. Donc il y a Google Alert et il en existe tout plein d'autres. Alors, il nous reste, Alexandre et Gaël, très peu de temps. Je voulais peut-être vous poser une dernière question qui venait du chat, en essayant d'y répondre de manière concise, même si ça ne va pas être évident. Quelle est la bonne approche pour une entreprise qui débute sur les réseaux sociaux et qui veut se faire connaître? Est-ce que vous auriez comme ça 2-3 tips rapides pour une jeune entreprise qui débute sur les réseaux sociaux? C'est de se montrer, de montrer qui est derrière l'équipe et ses valeurs. En fait, c'est de communiquer. C'est pas communiquer produit, en fait. C'est de dire
quelle est cette entreprise, quelles sont les valeurs. Et ça fait des posts en fait où on va montrer de l'humain, on va montrer l'ambiance dans l'entreprise, on va montrer son histoire. C'est faire du storytelling en fait, tout simplement. Et c'est ça qui va faire la différence. Le storytelling, c'est ce qui différencie en fait les entreprises les unes des autres parce qu'on n'a pas tous la même histoire, les mêmes valeurs. Et c'est de valoriser ça parce qu'aujourd'hui, notamment depuis le confinement et la crise sanitaire, les gens vont vers des entreprises qui sont engagées en fait. C'est ça, ces entreprises qui s'en sortent, c'est des entreprises qui ont des valeurs et qui les crient sur tous les toits en fait. C'est ça, c'est capitaliser sur le capital sympathie, avoir après un objectif qui est simple, clair et mesurable, c'est ce qu'on appelle les objectifs SMART, c'est-à-dire qu'il est simple, il est mesurable, donc tous les 2-3 mois, je fais une analyse pour me dire est-ce que je vais dans la bonne direction ou pas, et puis être agile, souple et être vrai. Voilà. Ça va, on a été concis. C'est synthétique. Hein. Ouais. C'est parfait. Bah, écoutez, il me reste à vous remercier tous les deux, puis remercier tous ceux qui ont assisté à cette conférence. Je sais qu'il y a encore des questions sur le chat. On va, dans la mesure du possible, les envoyer, les fournir à Gaël et Alexandra, qui pourront prendre le temps d'y répondre a posteriori. Pour la suite de notre programme, je vous rappelle qu'à 10h, nous vous attendons sur le webinaire de la société Result Closing, qui nous présentera sa nouvelle gamme de vêtements et d'accessoires textiles recyclés. Et merci encore à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci.